Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Rocio. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô la diversité! Nous sommes une équipe de 3 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent qui ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs et qui participent en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup dans le projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle, ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode aussi d'Allô la diversité. Merci aux gens qui nous regardent, qui écoutent aussi nos podcasts partout dans le monde. Et bienvenue à cet épisode aussi spécial de la 12e édition qu'on fait. Aujourd'hui, on est avec deux chers professeurs que moi j'apprécie beaucoup. Ce sont mes professeurs de français qui donnent la francisation ici à l'école des adultes à Rivière-du-Loup. Donc, bienvenue, madame. Merci beaucoup d'être là avec nous, Kathleen et Noura. Merci. Vous allez bien? Merci, Rocio. Merci, Mehdi. Merci à vous d'être là. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, oui. Donc, pour se lancer dans le sujet directement, pourquoi avoir choisi d'enseigner le français, puis plus précisément aux adultes? Je commence par toi, Kathleen, puis après ça avec Noura. OK. Moi, je suis arrivée à l'éducation des adultes en 2009-2010 environ. Donc, ma formation, c'est l'enseignement du français langue première. Donc, j'ai enseigné longtemps au secondaire. Puis après ça, j'ai pensé peut-être faire un petit virement dans ma carrière d'enseignante. Puis... j'étais attirée vraiment par la clientèle aux adultes, mais d'abord, je savais c'était de la formation générale, donc nos jeunes qui retournent à l'école, qui peuvent avoir de la difficulté aussi en persévérance scolaire, donc ça m'attirait tout d'abord, donc je suis arrivée aux adultes avec ça en tête, mais je ne connaissais pas vraiment le monde de la francisation à l'époque. Donc quand je suis arrivée là, j'ai commencé à voir que au centre, on offrait des cours de francisation aussi et ça m'intéressait donc de vraiment travailler avec des personnes immigrantes et la personne qui enseignait la francisation à ce moment-là, elle a pris sa retraite. Donc, j'ai fait signe à mon directeur à ce moment-là. Je dis, hey, moi, je serais intéressée, j'aimerais ça découvrir le monde de la francisation, de côtoyer des personnes immigrantes. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, puis dans toute ma vie, j'ai toujours été un peu avec différents types de clientèle et je connaissais pas vraiment ce monde-là. Donc, ça m'a attirée tout simplement. Puis, j'ai plongé et quelle belle découverte j'ai fait là. C'est vraiment nice. Puis, comme tu avais dit, avant, t'es venu en 2009-2010 à Rivière-du-Loup? Oui, à enseigner. Enseigner, oui, ici à Rivière. Oui, moi, je suis arrivée dans la région en 2000. En 2000. En 2000? Mais okay. C'est ça. Avant, tu étais à Montréal, à Québec? Ah oui, j'étais à Montréal. OK, c'est ça. J'étais à Montréal. Donc, tu avais quand même... tu connaissais déjà un peu aussi la richesse culturelle absolument, et tout. Absolument, le milieu multiculturel. Ouais, puis, je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait des personnes immigrantes dans le Bas-Saint-Laurent parce qu'en 2000, il n'y en avait pas beaucoup. Non, hein? Donc, non, vraiment non, pas. Non, donc, pas comme aujourd'hui. non. Moi, je me rappelle, je suis venu en 2000 à Rimouski, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Non, c'est ça. Donc, et c'était étonnant parce que partir de Montréal puis arriver ici en 2000, c'était un petit peu un choc finalement parce que j'étais tellement habituée d'être entourée de toutes sortes de cultures. Puis là, j'arrive et on est vraiment des Québécois de souche ici et tout ça. Donc, mais c'est ça, tout ça pour dire que ça m'a attirée. Donc, le monde des adultes s'est présenté un peu à moi comme ça parce que je voulais un peu changer l'enseignement, le type d'enseignement, le type d'accompagnement aussi auprès des élèves. Donc, c'est pour ça. Puis là, j'ai découvert la francisation
Et voilà, j'y suis encore. Ah, super. vraiment- C'est quand même un c'est bon vraiment- défi, hein? C'est Oui. pas tout le monde qui se lance comme ça. Oui, Ok. non, c'est ça. Oui, effectivement. Merci. Puis, Noura, c'est quoi qui t'a amené à la francisation à l'école des adultes? Un peu le hasard des affectations au niveau des postes, parce que moi, j'ai commencé l'enseignement, mais au secondaire, beaucoup, en France, en 1991. Ça veut dire que 32 ans Ouais, c'est d'enseignement, avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai travaillé vraiment avec ces jeunes longtemps et j'ai eu quelques petits épisodes, notamment grâce à Kathleen que j'ai remplacée il y a quelques années, il y a peut-être 6 ans en francisation, un temps. Donc je me rendais à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et puis aussi quelques cours à l'école. Et puis aussi l'école de français du Cégep de Rivière-du-Loup où j'ai fait une session de printemps. J'ai un peu oublié les dates, mais peut-être il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Donc là, c'était plus des anglophones d'un niveau avancé en francisation. Et ma carrière de prof de francisation est toute jeune parce que j'ai été contactée l'année dernière par notre ancienne directrice Nathalie, justement parce qu'il y avait de nombreuses inscriptions à l'école et puis pas assez de professeurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé, d'abord avec à la leçon et puis très vite avec un contrat annuel avec de nombreux groupes et des niveaux très différents. Donc ça a été tout un défi. Quand on parle de niveau 1 à 7, 8, avec des gens qui ne parlaient pas du tout le français, et puis d'autres, et puis les collègues m'ont beaucoup aidé, la structure. Mais cela dit, j'avais, moi, une petite expérience en tant que aussi femme issue de l'immigration, puisque moi, mes parents sont algériens. Je suis née en France, hein, vous entendez l'accent. Mais donc, j'ai toujours côtoyé aussi des gens qui parlaient peu le français. Donc, voilà, enfin, je ne sais pas si je fais un lien avec, s'il y a un lien avec ce que je raconte, mais c'est un vrai choix, là, maintenant, parce que donc j'ai été contactée l'année dernière, je vous disais, et j'ai mis l'enseignement du français langue seconde dans ma priorité. Je l'ai annoncé à notre nouveau directeur l'année dernière et aussi au directeur de l'école secondaire de Rivière-du-Loup en disant que ma priorité était de poursuivre en francisation parce que ça a été une expérience extraordinaire de travailler avec des adultes, de travailler avec des gens motivés, vaillants, voilà. Oui, parce que là, on est vraiment avec des gens qui veulent apprendre. On n'est pas, je ne veux pas généraliser, mais c'est sûr qu'avec des jeunes, ça peut être ils sont moins motivés des fois à l'école. Je ne sais pas, moi, en secondaire 2, ils ont 14 ans. C'est normal, hein, c'est ça la vie aussi. Mais là, on est sur des jeunes adultes ou des adultes en général qui veulent apprendre le français. Ils ne sont pas là pour niaiser, comme on dit au Québec. Mm-hmm. Absolument, parce que de toute façon, les adolescents maîtrisent déjà la langue orale, et écrite aussi en somme toute. Puis là, les personnes qui arrivent en francisation, ben, c'est le défi d'apprendre la langue pour pouvoir s'intégrer dans la communauté. Donc, c'est sûr qu'ils veulent vraiment apprendre. Puis les jeunes, par exemple, issus de l'immigration ou les nouveaux arrivants, les jeunes, ils apprennent vite aussi. Ils se mettent facilement vite dans le bain, ils apprennent à l'école. On en connaît des jeunes qui par exemple, leurs parents sont en train d'apprendre le français. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus difficile. Puis les jeunes, en quelques mois à l'école, frac, ils parlent français totalement. C'est différent aussi. Absolument. Donc, c'est un défi pour les parents aussi. Puis ils veulent aussi, parce qu'ils veulent aider leurs enfants aussi à la maison, dans les devoirs et tout ça. Donc, il faut qu'ils apprennent. Donc, ils doivent s'investir assez rapidement. Oui, tout à fait. Puis aussi, tantôt, Noura, tu as parlé des défis des multiniveaux en francisation. Je voulais aussi parler de ça parce que la réalité en région, c'est pas la même réalité, mettons, que dans les villes à Montréal ou à Québec, où il y a des classes par niveau. Donc, comment gérez-vous ce défi d'avoir des classes de niveau 1, 2 et 3? Oui, parce que c'est quand même un bon défi. Alors, je vais commencer, puis je vais laisser Kathleen ensuite, qui a plus d'expérience. Mais c'est un défi
Et je ne le fais pas très bien, toujours. C'est-à-dire que forcément, moi, je suis en apprentissage, mais on est toujours en apprentissage, quel que soit notre parcours, nos compétences. Mais tu parles de la différence entre les régions et puis peut-être Montréal et ailleurs, les grands centres qui ont la possibilité peut-être de travailler avec des groupes au même niveau. Et donc, c'est vrai que de créer des sous-groupes quand on a 12 à 17 élèves, parce que la réalité, c'est ça. J'ai des groupes de 17 élèves. C'est beaucoup. Oui, c'est pourquoi je disais, je n'y arrive pas toujours. Il y a aussi mais bon, on essaye de bien travailler. Mais les niveaux étant différents, les attentes sont différentes. Et jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas forcément beaucoup d'heures pour chaque adulte. Avec le temps, on a plus d'heures avec chaque adulte. Et donc, probablement, j'ai envie de dire, cette année, je serai peut-être en meilleure réussite. Et je le souhaite pour les adultes qui viennent, parce que chacun, à son niveau, veut progresser. Ah oui. Et cette hétérogénéité, ce grand nombre, c'est compliqué de s'adresser à chacun, de donner un temps de parole. Voilà, donc comment on gère ? On essaie de créer des activités, on essaie, puis on en parlera peut-être plus tantôt, multiplier les sorties, les entretiens en classe entre les élèves, trouver des activités, mettre les élèves en groupe pour les échanges. Mais oui, je pense que tous progressent, mais peut-être à cause d'un manque d'enseignants ou de groupes par niveau. Moi, dans l'idéal, j'aimerais des groupes avec des plus petits effectifs et de même niveau. Ça, ce serait idéal. Donc, on compose avec notre réalité. Kathleen, oui. Ben oui, parce qu'on a... en fait, le défi, c'est vraiment de répondre aux besoins de chacun des élèves. Puis, ils viennent de différentes cultures, ils ont un différent bagage. Et en plus, il y a différents niveaux dans la classe. Donc, vraiment, c'est toujours un défi de... En fait, notre préoccupation comme enseignante et enseignant, c'est vraiment d'essayer de... Est-ce que j'ai répondu aux besoins de chacun de mes élèves? Et souvent, quand on finit un cours, on dit « Ah, tel élève, j'ai pas eu le temps de vraiment prendre le temps de le rencontrer, de voir qu'est-ce qu'il en était avec lui, tu sais, de vraiment savoir où ils en sont, puis tout ça, c'est vraiment un gros défi parce que là, en ce moment, cette année, on a beaucoup plus d'inscriptions à l'école. Donc, notre organisation fait en sorte que... puis là, les élèves s'inscrivent sur la plateforme Francisation Québec aussi. Donc là, c'est pas nous qui faisons l'accueil vraiment des élèves à prime abord, l'inscription avec les papiers. C'est tout avec Francisation Québec. Donc là, on a plein de défis encore plus du multiniveau. C'est que on ne les connaît pas vraiment quand ils arrivent dans nos classes. C'est ça. Pour les nouveaux, là, on les connaît pas vraiment. Puis, excusez, j'ai tourné la tête. C'est correct. Puis, tu sais, on les connaît pas vraiment. Donc, tu sais, en plus du multiniveau, donc, exemple, dans une classe, je peux avoir niveau 1, 2, 3. Il y a des périodes où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 même. Certaines périodes parce que le nombre d'élèves fait qu'on les met tous dans le même groupe. Donc, par exemple, je sais pas, moi, le lundi matin, il y a de 1 à 6, ou de 1 à 5, niveau 1 à 5. Mais il y a des matins, il y a plus d'élèves, donc on peut faire 2 groupes. Donc, il y a comme niveau 1, 2 ensemble parce qu'ils ont vraiment besoin de présence et d'accompagnement un petit peu plus serré, si on veut. Tandis que les niveaux 3, 4, 5, 6 sont dans le même groupe. Donc, on peut dédoubler. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, il y a des après-midi, on a peut-être une quinzaine d'élèves, ben on les met peut-être tous dans le même groupe. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment un défi de répondre aux besoins de nos élèves toujours, de créer donc des activités pédagogiques qui font que, peut-être qu'on peut regrouper 1, 2 ensemble, 3, 4, 5, 6, mais il faut quand même les assister, les suivre et tout ça. Donc, et aussi, on a toujours...
toujours le programme du ministère de l'Éducation. Donc, à suivre aussi. À suivre. Donc là, c'est comme, est-ce que... C'est complexe. C'est complexe parce que le programme nous dit, niveau 1, on doit avoir telle notion, tel savoir, telle intention de communication, niveau 2, 3, 4, 5. Donc, il y a des intentions de communication qui reviennent dans certains niveaux, mais des fois non. Puis, il faut on a toujours le programme en tête, mais c'est pas toujours facile dans une classe multiniveau de dire est-ce que j'ai vu tous les savoirs? Est-ce que j'ai vu toutes les intentions de communication? On a maintenant des livres qui nous aident, là, parce qu'au début du programme, c'est en 2015, le programme de francisation, on n'avait aucun matériel pédagogique, donc il fallait vraiment créer des choses. On ne maîtrisait pas le programme vraiment en 2015. Là, on le maîtrise beaucoup mieux. On a un peu plus de matériel, donc ça nous aide un peu. Là, on sait que dans le livre, l'élève va pouvoir voir toutes ses intentions, tous ses savoirs, mais je veux dire, dans les niveaux 6, 7 et 8, on n'a pas encore vraiment... Bon, on a quelques livres, là, mais c'est ça. Donc, non, il y a aussi beaucoup d'improvisation. Moi, je suis très admiratif là, de vous, de votre travail aussi. Déjà qu'enseignant, c'est difficile. L'enseignement, c'est difficile. Donc, en plus... en francisation, où on a vraiment toutes ces difficultés supplémentaires aussi liées aux différences culturelles aussi. Ça peut être différent. Il y a différents bagages, puis ça peut être différent pour chacun. Puis pour les niveaux, j'imagine que le 1 et 2, on commence à zéro. Là. C'est quelqu'un qui ne parle presque pas français ou pas français, oui, j'imagine. Puis pas juste parler. Tu apprends à lire, à écrire aussi, bien sûr. C'est comme un bébé, honnêtement. Tu commences de zéro. Donc, le niveau 1, c'est ça, j'imagine. Là. Ouais. On part de zéro. Vas-y. Oui, mais je vais laisser Kathleen parler peut-être des niveaux, mais ton intervention me fait penser aussi, tu sais, je vais parler de littératie. On a des adultes qui arrivent avec un bagage scolaire d'un niveau école primaire, d'autres écoles secondaires, universitaires, de leur pays d'origine. Et donc, que ce soit du niveau 1, 2, je dirais à 5, parce que quand on arrive au niveau 6, 7, souvent, les gens qui ont un bagage universitaire, la progression est plus facile, parce que la compréhension, la lecture, des notions abstraites sont plus à la portée des gens qui sont allés plus loin dans les études. Ouais, bien sûr, mais juste la façon de travailler, les niveaux plus avancés, qui sont allés à l'école, à l'université, savent comment fonctionner. C'est de la méthodologie académique. La méthodologie de travail dans la classe. Ils ont de la méthodologie. Quelle que soit la langue d'origine. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi ce défi-là d'un niveau 0, 1, ne pas savoir et apprendre. Mais aussi, donc la progression, elle est souvent rapide. Kathleen, je vais te laisser en parler. Je dirais pour la communication de base, se nommer sa nationalité, je ne sais pas, son métier, etc. Mais c'est vrai que ça devient plus complexe à cause des notions grammaticales qu'on doit leur enseigner. C'est pour ça que je parlais du niveau de littératie. En fonction des parcours, ça va être aussi un plus gros défi. Oui, puis aussi... Oh, excuse-moi, avant de t'interrompre. Non, vas-y. Aussi, l'effet d'utiliser ou d'être en contact avec la technologie, parce que c'est une chose qui m'a surpris aussi à l'école des adultes. Ils sont très bien outillés. On a des iPads pour chaque élève, donc toute la formation est dans les plateformes pour ça. Donc, mettons, si je fais une comparaison peut-être aux écoles au Mexique, ben, c'est rare d'avoir un iPad pour chaque élève. C'est pas quelque chose commun, mettons. Donc, aussi, pas juste le fait d'avoir un niveau universitaire dans ton pays, mais aussi d'être familiarisé avec la technologie. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Non, mais ça, il faut prendre le temps de leur montrer aussi aux élèves, ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie. Ça, c'est un autre défi. Donc, quand on parle des besoins de chacun, absolument. Donc, tu marques un bon point. Là. Ça aussi, c'est vraiment... Littératie et c'est dur, la langue française aussi. Là. C'est pas une langue facile. Hein. On va se le dire. Rossio, toi, tu as commencé de zéro aussi. Et tu peux nous en parler aussi, mais c'est pas facile, la langue française. Là. Si on va aller dans
si on veut aller profondément dans la langue française, je veux dire, ça prend des bonnes connaissances. La grammaire, c'est compliqué. L'orthographe, moi, je trouve que c'est pas une langue facile. Mais c'est une belle langue. Moi, je trouve que c'est la plus belle langue. Mais oui, c'est pas facile. Mais ce qui est difficile aussi, on parlait de littératie. On a des élèves qui arrivent et qui peuvent très bien se débrouiller à l'oral. Donc, d'emblée, on dirait, lui, il est à peu près de niveau 4, 5. À l'oral, ça va bien. Mais là, on réalise À l'écrit. À l'écrit, c'est très, très, très difficile pour l'élève. Donc, ça aussi, c'est un classement difficile. Donc, l'élève a besoin de retrouver... Il ne sait pas exactement la classe des mots, par exemple. Donc, l'élève ne sait pas c'est quoi un nom, un déterminant, un adverbe, un adjectif, un verbe. Et là, OK, il parle, mais tout ce qui est classe de mots, il faut revenir là-dessus parce que sinon, après ça, il va avoir beaucoup de difficultés à apprendre les règles de grammaire et tout ça s'il ne sait pas identifier ses classes de mots. Donc, c'est vraiment... on a un travail à faire. Donc, et de classer cet élève-là, quand on a des classes dédoublées, mais par exemple, on a des élèves qui, peut-être qu'ils seraient mieux avec les niveaux 1, 2, même si à l'oral, à l'oral, c'est plus facile, mais à l'écrit, vu qu'on va étudier des classes de mots au niveau 1, 2, un petit peu plus aussi, niveau 3 aussi, mais quand même. Donc, c'est toujours des gros défis. Oui. Dans mon cas, c'était le contraire. Pour moi, c'est plus facile d'écrire et de lire, mais pas de parler. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense aussi, l'effet pour moi, de mon expérience en franchisation, c'est d'apprendre à faire de nouveaux sons que moi, je n'ai jamais fait dans ma vie. Puis aussi, il y a un emplacement de la langue par rapport aux sons qu'on fait. Puis juste d'apprendre ça, c'est beaucoup parce que tu dois penser en français, tu vis en français, mais en même temps, il faut se préparer physiquement avec la bouche, les dents et tout ça. Ouais. C'est un travail physique, mental et tout ça. Donc, Oui, on travaille toute une beaucoup de expérience. muscles. Hein? On travaille beaucoup de muscles en français. Beaucoup. Donc, pour les hispanophones, on n'est pas habitué à faire les U parce qu'on n'a pas cette sonne c'est fou, c'est vrai. Hein? ou en espagnol. Puis aussi, nous, on prononce toutes les lettres qui sont écrites. Donc, on manque aucune lettre. Donc, en français, c'est complètement autre chose. Il y a des lettres qui sont là, juste de décoration, mais... Des lettres muettes. Oui, tellement. on va les prononcer. Les exceptions. Oui, c'est difficile. Puis, je pense que pour l'élève aussi, c'est difficile quand il arrive dans la classe de francisation. Généralement, ce qu'on entend souvent, c'est l'élève nous dit « Ah, on vous comprend, vous, madame. On comprend très bien ce que vous dites. Mais quand je vais dans la rue, quand je vais au centre commercial, etc. » Ça, c'est vrai. Je comprends Mais c'est vrai pas. qu'il y a ça aussi. C'est pendant que t'en vrai. parlais, Rossio, là, vous avez un français international parfait. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à comprendre puis à apprendre aussi pour ces nouveaux arrivants et tout. Mais si tu vas, je sais pas moi, au supermarché, il y a quelqu'un qui va avoir un français assez cassé, basic. Puis pas juste ça. C'est dur aussi, parce que là c'est pas le français international qu'on connaît là, dans un livre ou là c'est un autre slang et tout, ça peut être difficile. Mais parce que aussi, elles s'adaptent. Elles essayent de parler lentement, d'articuler. Elles s'adaptent à leur clientèle. Tandis que quand on va au supermarché, ils parlent très vite, puis tu arrives à comprendre la moitié. Les expressions. Oui, donc il faut être toujours comme très attentif, qu'est-ce qu'il va me dire. Et puis parfois, tu vas dire oui, mais juste pour avoir peur de te faire répéter. Puis c'est ça. Moi, quand quelqu'un m'a dit « Tu vas réussir à parler en français », c'est comme la preuve finale. C'est pas l'examen du ministère, c'est vraiment quand tu vas pouvoir commander quelque chose à l'auto chez Tim Hortons ou McDo et qu'ils vont te donner exactement ce que tu as commandé, c'est que tu as réussi. Ça, c'est la preuve en français pour les immigrants. Parce que ce qui est difficile aussi, tu vois, Rossio, on se dit, nos adultes viennent à l'école, nos adultes vont au travail. Ils ont... Toutes ces heures sont consacrées à une activité où, en définitive, ils vont peu s'exprimer à l'oral et ils vont peu écouter parce qu'ils sont actifs. Ils travaillent de nuit, ils travaillent de jour et les échanges sont extrêmement rares en réalité. Si hormis des métiers dans la communication, on est d'accord, ou pour les gens issus d'immigration, mais
tous les gens qu'on côtoie, la majorité, ce sont des gens qui vont travailler en tant qu'employés de chambre, dans les cuisines, à la boucherie. Si on parle des entreprises à Rivière-du-Loup et autour de Rivière-du-Loup, Asta Alimentation, les viandes du Breton. Bon, il y a chez Premier Tech, peut-être qu'on en parlera un peu, c'est un public un peu différent, mais l'Hôtel Universel, l'Hôtel L'Évêque, les hôtels, ceux qui travaillent dans les jardins, les champs de fraises ou les serres, il y a un mot qui me manque, Est-ce que tu parles de Saint-Modeste? Là? Oui, enfin en tout cas... la pépinière? Oui, c'est ça, la pépinière, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Donc en fait, ces gens-là sont au travail. Donc Puis ils ne parlent pas. C'est ça, ils ne peuvent pas échanger parce que on les paie pour travailler et avancer. C'est fou, hein? Et puis je vous parlais des horaires. Donc, elle est là la vraie réalité. Par rapport aux enfants, Mehdi, dont tu parlais tantôt, c'est que les enfants, ils vont à l'école, ils échangent, ils jouent. Exact. Et donc, ils sont jeunes, ils s'adaptent, mais ils sont beaucoup, beaucoup dans l'échange. Puis eux veulent masquer l'accent, que ce soit un accent arabophone, hispanophone, francophone. Moi, c'est le cas de mes garçons qui aujourd'hui ont 20 ans et 22 ans. Ça fait 11 ans qu'on est au Québec. Dès la fin de la première année, ils avaient l'accent québécois. Oui, Ah ouais. mais parce que c'est comme pour eux, c'est pas seulement s'intégrer, mais c'était aussi, ils voulaient effacer la différence. Oui. Parce que pour les C'est des adolescents, c'est normal. C'est ça. Et donc, je voulais appuyer, tu parlais d'apprendre, de communiquer, mais c'est ça, c'est par manque de temps, parce que qu'est-ce qu'ils sont vaillants, tous nos adultes. Mais moi, j'ai envie de dire, là, parce qu'on va être écoutés, ça va prendre plus de temps, mais tous ces gens issus d'immigration vont comprendre les Québécois, parce qu'on parle de ça, de tournure de phrases, de vocabulaire, de régionalisme, d'accent. On a tous un accent. Bien sûr. Moi, je dis c'est la couleur du pays, et l'échange va être possible, et tous vous allez vous comprendre, mais il va falloir plus de temps. Et c'est ça le défi, en dehors des examens pour l'immigration, on en parlera peut-être tantôt. Voilà. Merci, Noura. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai, parce que et c'est pour ça qu'on fait le podcast et qu'on est vraiment choyé d'avoir des invités comme vous, parce que les gens pensent que non, il y a des gens qui peuvent penser que ils font juste aller à l'école des adultes, apprendre le français, c'est tout. Mais non, ces gens, ils travaillent et souvent, ils ont des enfants aussi. Donc, tu as des travails difficiles, parce que c'est pas des travails simples. C'est des travails difficiles avec des heures... des longues heures de travail, ça peut être des journées de 10 heures, 12 heures parfois, qui doivent en plus aller à l'école apprendre le français, et en plus être parents, moi je pourrais pas. Ça, c'est fou, là. Donc, ils ne veulent pas apprendre le français, parce qu'aussi on entend ça souvent, le déclin du français et tout ça, quand l'intérêt est là, parce que je pense, dans mon expérience, c'est la clé pour l'intégration, mais c'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous pensez que c'est l'importance de la francisation auprès des personnes immigrantes? En tout cas, la francisation auprès des personnes immigrantes, je pense que c'est une priorité, je crois, vraiment, pour plusieurs raisons. L'apprentissage du français, c'est sur l'intégration dans la communauté aussi. La classe de francisation, c'est là aussi où on va regarder, on va étudier un peu qui nous sommes, nous les Québécois, la culture québécoise, les expressions québécoises. Pour l'histoire en même temps aussi. Un petit peu, donc on comprend un peu plus qu'est-ce qui se passe autour de nous à ce moment-là. Donc, c'est très, très, très important. Mais je pense aussi que la classe de francisation est importante pour un sentiment d'appartenance. Donc, la personne immigrante, on en parlait aussi l'autre fois en Rossio, parce que la personne immigrante arrive ici avec le choc culturel. Elle a laissé sa famille. Souvent, oui, ils peuvent avoir leur famille ici, mais il y a beaucoup de personnes que leur famille, ils sont seuls ici ou ils sont en couple, mais ils ont laissé leur famille dans leur pays. Donc, il y a vraiment... c'est très déchirant, je pense, arriver ici puis de réaliser qu'on n'est pas juste en voyage, mais on est vraiment ici pour s'établir. Et tout le travail que ça demande d'adaptation. Bien donc, sûr. c'est énorme. Et je pense que la classe de francisation permet au moins d'avoir un lieu où on se sent bien, où c'est un peu... tu sais, on est comme une famille. Oui. Il y a des échanges. On est avec des gens qui vivent un peu les mêmes choses Mais c'est ça nous. ça doit beaucoup Donc, aider vraiment, là, que ce soit toutes des personnes ensemble qui...
Ben, c'est ça qu'ils apprennent, qu'ils essaient d'apprendre la même langue et tout. Donc, c'est sûr que ça crée des liens qui sont importants, qui t'aident un peu aussi à casser cette solitude là, qui viennent avec l'immigration. Oui, absolument, parce qu'immigrer, on peut frôler un peu. En tout cas, j'ai vu beaucoup de personnes avec des problèmes, on va dire, et une lourdeur parce qu'on vient ici et c'est difficile. Donc, il y a des mois et peut-être ça peut prendre des mois, une année, quelques années avant de dire « Ah, OK, là, je suis bien. » Mais ça peut prendre du temps. Il y a une anxiété qui est présente. On le sent, c'est palpable. Donc, c'est vraiment... Donc, la classe, je pense que c'est un milieu comme sécuritaire. Je pense que tu disais l'autre fois. On se sent bien et c'est important, oui, d'apprendre le français. C'est vraiment très important, travailler, étudier, des notions de grammaire, c'est vraiment très important, mais c'est vraiment aussi important d'échanger. C'est une place de socialisation. De socialiser, de manger ensemble, de rire, de jouer. Oui, puis parfois, ça pourrait être comme la thérapie, parce que... Parfois, si vous faites la job de psychologue aussi, parce qu'il y a comme l'espace de sécurité, de confiance, puis les gens se sentent bien de partager sur leurs émotions. Il n'y a pas de jugement, donc aussi ça permet les échanges. Puis on peut parler, je me souviens une fois dans ta classe, Noura, qui ont commencé à parler des choses très profondes, des choses que peut-être on pourrait penser que sont des choses tabous. Mais non, c'était toujours dans le respect, puis on faisait de l'échange, on pratiquait le français, puis en même temps, on apprenait à se connaître, parce que même, c'est une classe multiculturelle, donc il y a différentes cultures, puis on peut échanger de n'importe quoi, puis c'était super, oui. J'ai des beaux souvenirs par rapport à ça. J'essaie de ne pas faire des fautes, parce que je suis avec mes professeurs de français. Mais de toute façon, le français, l'enseignement du français, apprendre une langue, c'est effectivement essayer de se réunir, de se comprendre, d'échanger, de se sentir mieux. Bon, bien sûr qu'il y a la question politique. Tu arrives dans un pays, on te demande, en tout cas pour la province du Québec, de parler en français, de communiquer en français, d'avoir une certaine maîtrise. Hein. On le sait, autour, les règles sont en train de changer. Hein. Cette semaine, on parle beaucoup des résidents permanents, des résidents temporaires, etc. Donc, c'est sûr que, pour moi, enseigner le français, c'est permettre à ces gens, souvent, j'ai envie de dire, d'être plus libres, de se sentir mieux, d'utiliser une langue commune pour pouvoir partager, pour pouvoir s'en sortir au niveau administratif. Parce que vous savez très bien, quand vous arrivez, il y a une partie du parcours qui est fait, mais combien de démarches il reste à faire. Exactement, c'est une montagne, c'est une montagne de bureaucratie. Et on parlait de ce côté, de ce bonheur, se sentir bien. Moi j'ai une élève l'année dernière qui m'a dit « Mais Noura, quand est-ce que je vais être un peu heureuse? Quand est-ce que je vais avoir moins peur ?» Elle m'a posé cette question, j'étais comme démunie, c'est-à-dire pour vous dire comment c'est un parcours du combattant. Et tu disais, là, cette femme, elle, comme beaucoup, ceux qui nous écoutent, ceux qu'on côtoie, leur famille, oui, les grands-parents, les tantes, les oncles, mais le conjoint, la conjointe, les enfants sont loin, et sont loin 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, on a, nous, des familles qui commencent à être réunies, et on applaudit ça en cours, parce que c'est le bonheur. Et je reviens avec cette idée du français. Oui, il faut l'apprendre, parce que nos élèves vont mieux se sentir au Québec, parce que nos élèves, tu parlais d'interculturel, d'échange, entre eux, ils échangent, ils se disent, tiens, on n'a pas la même nationalité, on n'a pas la même religion, mais ils se retrouvent quand même dans des valeurs. Et ça, c'est important. Bien, Puis il y a aussi des valeurs qu'ils n'ont pas, mais les valeurs, vous savez, humaines, humanistes, elles sont dans tous les pays du monde. Mais il y a d'autres petites valeurs. Vous savez, quand on met en avant au Québec, ne pas intimider, ne pas parler trop fort. Moi, je suis la première, mais est-ce que c'est parce que je viens de France? Est-ce que c'est parce que j'ai une culture un peu de mes parents de l'Algérie? C'est plus la culture, plus que les origines. Je tiens à le dire. C'est comment est-ce que, quand on est dans un pays, si on met en avant qu'il ne faut pas intimider, il ne faut pas être violent dans ses propos, parce que parfois, on va parler un peu haut.
Moi, la première, je les comprends collègues, parfaitement. Madame Kathleen pourrait confirmer, je vais m'enflammer, etc. Mais je ne veux pas parler fort, mais parfois, j'ai senti ça, ça fait 11 ans. Les gens ont comme un mouvement de recul parce que mes élèves, ça leur est arrivé, mais on apprend à se connaître et ils se disent « Ah, mais là, Madame Noura, elle est en représentation, c'est un jeu où le ton est monté, mais elle n'était pas méchante. » Mais c'est pourquoi je voulais dire ça aussi. On peut être un peu différent, mais cette valeur de peut-être se calmer, parler plus doucement, eh bien, on ne l'a pas tous. Ah ouais, parce qu'en France et en Algérie, ça parle fort. Oui, en Italie ou dans des... Mais Italie ce aussi, n'est pas grave, mais c'est juste décoder, apprendre à se connaître, et puis pourquoi pas adopter justement cette valeur. Mais il ne s'agit pas de tout prendre chez le Québécois, mais c'est ça l'échange, apprendre où l'on vit, avec qui l'on vit, comment, sans oublier qui l'on est, pardon pour le micro, sans oublier qui l'on est, comment est-ce qu'on peut s'adapter sans être assimilé. Puis je vais terminer en disant ça, la couleur, vous savez, l'accent qu'on a tous, l'accent québécois, l'accent français parisien que j'ai, ton accent hispanophone, mais c'est de la richesse, c'est du bonheur, c'est ta couleur, c'est ta beauté. Et oui, peut-être qu'on doit un peu l'effacer parfois, mais pourquoi ? Juste pour se faire comprendre, pas parce qu'il faut faire comme les autres. C'est ça que moi, j'ai envie de porter. Voilà. Non, c'est vrai. Super, Mais merci. je voulais juste dire aussi que la classe de francisation, on parlait de l'importance d'aller dans la classe de francisation. Il y a l'échange entre les élèves, mais c'est important aussi de découvrir notre communauté dans laquelle on vit. Puis, ça permet, la classe de francisation, à l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé à enseigner la francisation, il n'y avait pas d'activités vraiment comme ressources que tu fais, là. Donc, toutes les activités interculturelles, les rencontres dans la communauté, tout ça. Donc, tu peux peut-être présenter Centre de développement, ce qui c'est correct, c'est correct. Ah, c'est correct. D'accord. C'est ça. Mais là, donc, c'est important d'amener les élèves dans la communauté, de découvrir ce qu'il y a dans la communauté, les activités, la bibliothèque. Je suis déjà allée jouer au curling avec les élèves. C'est vraiment cool. Faire différentes activités, aller jouer au badminton, découvrir les différents services. Donc, la classe de francisation permettait ça. Elle le permet encore, mais là, il y a encore plus maintenant avec tout le programme d'immigration ici à Rivière-du-Loup. Ce qui est bien, c'est qu'il aide aussi. Donc, c'est sûr que ça aide à la francisation, vraiment, à la socialisation, vraiment. c'est sûr. Donc, ici, nous, notre rôle peut-être plus maintenant dans la classe de francisation, c'est de rencontrer d'autres communautés. Donc, par exemple, il y a un très, très beau projet au Musée du Bas-Saint-Laurent présentement qui est Passerelle et on fait rencontrer différents organismes se rencontrent autour d'un art, donc autour d'œuvres d'art, etc. Donc, c'est vraiment beau. Puis là, on a commencé ça cet automne. Donc, il va y avoir comme un projet cette année. Donc, la francisation va rencontrer d'autres organismes. On a fait des activités interculturelles avec d'autres groupes dans l'école. C'est vraiment bien, oui. Donc, de vraiment découvrir les groupes, nos jeunes qui sont en formation générale. Donc, on a fait comme des rencontres express, là, des speed dating. Donc, vraiment pour qu'ils puissent se rencontrer un peu. On a fait, je pense que tu étais là, Rossio, quand on a fait avec le groupe des femmes de Gym du cerveau, là, le groupe... oh non, je n'étais pas là. Tu n'étais pas là, OK, je Non. me souviens plus, mais... Donc, il y a eu des rencontres, parce qu'on a des cours à l'éducation des adultes qui est des cours de gymnastique du cerveau avec des personnes retraitées. Donc, on a fait des rencontres avec les personnes retraitées, les cuisines, aussi, aller au Carrefour d'initiatives populaires. Ah, des cuisines collectives et tout. Ça, des à cuisines faire collectives. c'est cool, ça. Donc, il y a vraiment, je pense que la francisation est un levier un peu pour amener l'élève dans la communauté. Oui, ça englobe beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, c'est pour ça que je pense que, oui, c'est une priorité pour tout ça, pour le sentiment d'appartenance, pour s'intégrer tranquillement dans la communauté, comprendre un peu l'accent québécois. C'est sûr que nous, on fait attention, mais on montre quand même, on parle des accents, des expressions québécoises, on étudie quelques vidéos, des choses comme ça. Donc, oui, puis Kathleen, hier, par exemple, tu es allée avec une collègue de français à Grossis.
Grossil. Bon, on sait qu'on a parlé cette semaine aussi, puisque demain, je ne sais pas si on peut parler aujourd'hui, si on peut parler de date, aujourd'hui 30. Mais ça va sortir après, donc c'est pas tant... D'accord, significatif. Non, mais en tout cas, des sorties à Grossil, aller à la bibliothèque, je ne sais pas, s'occuper de pourquoi Halloween, c'est important, ou l'action de grâce aussi, comment c'est fêté. Donc l'école, aux adultes, la francisation permet ça. C'est juste pour compléter, c'est-à-dire que là, tu parles de grands projets, mais aussi en fonction du calendrier, à l'année, il y a des activités d'organiser pour chaque date, en disant, voilà, ça, nous au Québec, c'est important, c'est suivi. On apprend plus sur les coutumes, les fêtes nationales, les fériés et tout, donc c'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que je pense que l'élève doit passer par là, idéalement, s'il le peut, parce que c'est pas toujours possible non plus. C'est ça. Pas toujours possible pour tout le monde. Donc, nous, on a des élèves, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas la chance de venir aussi, considérant le travail, la famille, tout ça. Donc, c'est dommage. Mesdames, c'est... excuse-moi, Rossio. Je voulais juste dire, pour finaliser, qu'est-ce que la francisation vous a apporté au niveau personnel? Le fait de côtoyer les gens de différents pays à tous les jours, qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau personnel? Juste pour finaliser. Écoutez, c'est toujours un grand bonheur parce que, très honnêtement, tous ces adultes, leurs familles aussi qu'on peut côtoyer lors de nos rencontres, nos sorties, sont bienveillants, généreux. Donc oui, on apprend vraiment de ces qualités humaines. Et oui, on va découvrir aussi des parcours difficiles, des difficultés que tous ces gens ont surmontées, et nous transmettre ça aussi. Nous, on est riche de ça, et puis c'est vrai que ça, c'est un vrai partage, j'ai envie de dire. Moi, ce que ça m'apporte, c'est ça, de me dire, mais écoute, ils sont là, ils ont envie, et puis vraiment, ils sont, je dis, d'une grande générosité, c'est-à-dire que malgré le travail, malgré les embûches, malgré des horaires très, très chargés, eh bien, ils sont là, ils sont souriants, ils sont ils ont le sourire, et c'est ça. Moi, c'est ça. J'essaye de prendre ça et de m'enrichir de ça. Et puis c'est comme un exemple pour moi. Les fois où ça va moins bien, je me dis, mais comment ça, tu vas pas bien? Vas-y, prends exemple, inspire-toi de ça. C'est beau. C'est beau. Je dirais aussi l'ouverture, c'est certain. Donc oui, je pense que l'ouverture et la sensibilité. Parce que avant de travailler, d'être enseignante en francisation, oui, j'avais une ouverture envers les autres communautés. Je demeure à Montréal aussi, donc c'est ça. Mais de vraiment connaître la personne, je ne les connaissais pas vraiment, les personnes immigrantes, donc un peu, quelques voisins un peu, mais pas tant. Donc là, tu vas vraiment dans des relations profondes. Oui, vraiment. Beaucoup plus. Donc, je pense que j'ai une plus grande ouverture, un plus grand désir. Quand je parle d'ouverture, c'est peut-être plus un plus grand désir de connaître l'autre, vraiment, et d'être sensible à la réalité de l'autre personne. Donc, je suis vraiment plus sensible aux autres. C'est ça, donc... et un désir de les connaître. Et effectivement, comme Noura dit, ils ont un vécu incroyable souvent, et un parcours qui est vraiment souvent difficile. Et donc, ça nous enrichit beaucoup par rapport à ce qu'est l'humain. Donc, qui est l'humain, puis qu'est-ce qu'il fait aussi pour pouvoir se réaliser et se sortir aussi de certaines situations difficiles. Donc, c'est vraiment, c'est tellement riche, la francisation et le partage. Incroyable. Donc, moi, ça m'apporte, en tout cas. C'est magnifique. C'est un monde incroyable. C'est vraiment de ce que j'entends, juste pour terminer, ne pas apprendre les différences. Être curieux des différences, c'est éloigner la peur des différences, de la différence. Et c'est ça, en réalité, aussi de ce que j'entends chez toi, même si nous, on a moins peur parce que c'est un choix et qu'on est aussi curieuse et qu'on aime ce partage. Mais c'est aussi révéler à tous que quand on connaît l'autre et qu'on comprend ces différences, on n'a pas peur. Et d'où ce partage dont tu parles, on partage mieux. Et puis voilà, et puis on est heureux tous d'être ensemble, de vivre ensemble. Exact. Ça va être sûrement un des épisodes les plus intéressants. Puis je pense que ça va faire du bien parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc
Merci. Vous êtes des femmes formidables. Le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, on est chanceux en fait de vous avoir parce que c'est très important ce que vous faites. Donc, j'aimerais juste dire merci. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je voulais juste dire aussi que maintenant, cette année, en francisation, on est quand même 6 professeurs à Rivière-du-Loup. C'est 6. Donc, il y a vraiment, avec la clientèle, on a vraiment beaucoup d'élèves. Donc, on est vraiment une équipe qui grandit et on a des professeurs qui découvrent aussi là, la francisation et c'est beau de voir ça. Donc, je me projette quand j'ai commencé aussi, puis c'est vraiment c'est magnifique. Je pense que là, l'organisation, on se structure. Là. On est en train de se structurer. Donc, c'est parce que c'est nouveau là, cette année d'avoir autant d'élèves, autant de professeurs. Donc, on met ça en place, puis c'est ça. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir été là. Puis, de nous avoir invités. C'était vraiment intéressant. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Vous avez écouté Allô la diversité, un message de la MRC de Rivière-du-Loup en collaboration avec le gouvernement du Québec. Une série produite par La Filière, studio de podcast.